vous êtes fatigué à la fin, vous êtes en colère contre le patron, mais la dimension d'exploitation, vous ne la voyez pas, parce que c'est dilué dans la journée. Il n'y a pas 8h, midi, je travaille pour moi, et midi, 16h, je travaille pour le patron. C'est une journée de travail, surtout votre contrat de travail, et une vision, puisque votre contrat de travail qui nous dit que votre salaire, c'est le prix de votre travail. Donc vous avez l'impression qu'on vous paye votre travail. C'est très souvent, si vous demandez à quelqu'un c'est quoi un salaire, il va dire que c'est plus mon travail. Vous pouvez trouver qu'il ne vous paye pas assez pour votre travail, donc vous allez vous dire il faut qu'il augmente un petit peu, mais vous pensez quand même que c'est le prix de votre travail. Marx met en évidence que ce n'est pas le prix du travail, c'est le prix de la force de travail. C'est pas la même chose. Le prix du travail, c'est la valeur de la production que vous avez faite en une journée. Yanis produit des voitures en une journée, il produit la moitié d'une voiture, donc il produit 30 000 euros. Yanis a son travail, c'est 30 000 euros. En une journée. Est-ce qu'il va être payé 30 000 euros? Il ne va pas être payé 30 000 euros, il va être payé, c'est sa force de travail. Mais vous ne verrez jamais dans votre contrat de travail, le salaire, c'est le prix de la force de travail. Vous verrez ça. Ça illusionne. Le prix de la force de travail de Yanis, contrairement au prix du travail qu'on peut calculer avec la valeur de la production, comment on la calcule? Le grand accord de Marx, c'était justement de considérer que la force de travail devait être considérée comme une marchandise. Elle est comme toutes les autres marchandises. Ça, c'est du rappel, hein, on a déjà vu comment on fait ça. Marx est le premier à avoir considéré la force de travail comme une marchandise. Et il dit donc, on va appliquer à cette marchandise la même chose que les autres marchandises. Pour évaluer le prix d'une tomate, vous faites comment? Une tomate. Bah, c'est le temps de travail passé dessus, plus... Le temps de travail consacré à la production de la tomate. Prix de la force de travail de Yanis, le temps de travail passé à produire Yanis. Produire un mois de Yanis, pour que son corps se reproduise, c'est disponible, prêt à travailler, eh bien, il faut quoi? Il faut qu'il mange, etc. Donc, le prix de la force de travail, c'est tous les aliments, enfin tous les coûts liés à la production de Yanis. Et là, ça nous montre que si on calcule le prix de la force de travail, ben, on va arriver, là on parle d'une journée, hein, on va arriver à 300 euros. Arbitrairement, 100 euros, si tu calcules en une journée, sur 30 jours, ça va, hein. C'est déjà bien payé. Hein. Ouais, grave. Je fais exprès, donc là, c'est très très bien payé. Mais lui, c'est ça qu'il apprend. Faites la différence, c'est ce qu'empoche l'employeur. Ça va être dans sa poche. Les chiffres peuvent faire peur. C'est pas possible, ça fait autant. N'oubliez pas ce que signifie l'augmentation de la productivité au cours des 80 dernières années. C'est monté en flèche comme ça. Comme on dit, il y a des problèmes d'argent, etc. La productivité est montée comme ça, les salaires ne sont pas montés. Et donc, oui, c'est des masses énormes. C'est pour ça que je voulais vous faire des exercices, on le fera la prochaine fois. Parce qu'on va, en partant de chiffres réels, des niveaux de salaire d'aujourd'hui, etc., vous allez voir la masse de ce qui est empoché par le patronat. Quand on dit plus classe sociale, par la classe de capitalisme. Ce n'est pas des détails, ce n'est pas des petites sommes qui vous pouvez sur un ouvrier. Maintenant, cette force de travail, on a parlé de Yanis. Un jeune homme qui dépend du droit du travail, etc. Vous mettez un sans-papier. La force de travail sans-papier va coûter moins cher que la force de travail de Yanis. Parce que le sans-papier, il n'y aura pas de loyer, parce qu'il est obligé d'être hébergé chez les copains, parce qu'il n'y a pas de papier. Parce que le sans-papier, il ne va pas être en mesure d'exiger qu'on le paye à la valeur de sa force de travail, donc il va être payé en dessous, et donc il va se détruire. Sa force de travail ne se reproduit même pas comme elle devrait, parce qu'il ne mange pas assez, parce qu'il mange de la mer, etc. Et donc, pour un sans-papier, vous allez avoir 600 euros. Et ça va encore augmenter. Le décalage entre les deux. Et vous pouvez appliquer, vous pouvez comprendre du coup pourquoi le capital va hiérarchiser les forces de travail.
travailleur stable, qui ont un contrat de travail à durée indéterminée, pour qui ça doit être fixé par la loi. Puis après, vous allez avoir les précaires, qui vont avoir un prix de leur force de travail encore en dessous. Puis vous allez avoir les travailleurs immigrés qui vivent des discriminations, qui sont obligés de certains types d'emplois les plus mal payés, etc. Donc la force de travail va être encore en dessous. Vous allez avoir leurs enfants qui ont beau être français, mais qui vont vivre des discriminations et donc qui vont être encore en dessous. Si vous êtes une femme, vous allez avoir une décote sur votre salaire, surtout si vous prenez la chaîne d'une vie. Bref, on voit bien pourquoi il y a hiérarchisation des forces de travail par le capital, c'est pour augmenter ce que Marx appelle la différence entre les deux. Donc c'est ça que je vais vous retenir, pas beaucoup de choses à retenir. La plus-value, c'est la différence entre le prix du travail, ce que vous produisez, et le prix de la force de travail, ce que vous coûtez. Les mots qu'utilise Marx, il nous les propose en divisant la journée de travail en deux. Alors, en réalité, généralement, c'est ça. La plus grande part, elle est là. C'est le travail nécessaire. Le travail nécessaire, c'est le travail nécessaire pour produire le travailleur. Le temps dans la journée que le travailleur travaille pour lui, travaille pour produire son alimentation, son logement, etc. Et ça va donner le salaire. Et le surtravail, c'est le travail qu'effectue le travailleur et qui ne lui est pas reversé, donc qui va dans les autres passes. Ça, c'est la plus-value. Marx parle de surtravail et de plus-value. Et où rentre, dans quelle partie elle rentre le prix de la matière brute nécessaire pour le travail? Ah, ça, c'est autre chose. On parle pas, c'est la différence entre plus-value et profit. Ça, on va y venir tout à l'heure, pour l'instant. Ce qu'il faut juste, là, Marx divise en deux pour qu'on comprenne d'abord l'exploitation. Et après, il va nous poser la question concrètement, ça marche comment? On va faire ça. Est-ce que ça, c'est clair? Alors, deux manières d'augmenter la plus-value, puisque bien entendu, comme vous savez, les plus rapaces sont ceux qui ont déjà beaucoup. Donc la patron qui a vous exploiter, il veut vous exploiter encore plus. Il y a deux manières. La première manière, c'est en augmentant La productivité. d'abord la plus-value, ce que Marx appelle la plus-value absolue. Ah, le prix. Non. La journée de travail, la durée du travail. Ah, la durée. Ouais. Donc on va rajouter ici. Ah, le temps de travail. Voilà. Alors, La durée, ouais. ça ne se voit pas pourquoi, parce qu'aujourd'hui, ils ne vont pas rajouter Que pour une heure dans la journée. Ils vont rajouter 4 ans Sur la retraite, ouais. sur la retraite. Mais c'est exactement la même chose. À chaque fois que vous rajoutez des annuités, on augmente la durée du travail. Certains économistes, beaucoup de trotskistes d'ailleurs, ont du mal à voir ça. Ils considèrent que la plus-value absolue, c'était avant de dire non. C'est les formes de l'augmentation de la journée de travail qui sont transformées. Vous réduisez des pauses, vous augmentez le nombre d'années de travail sur une vie, etc. Et vous avez encore la plus-value. On supprime les jours fériés. Les jours fériés. Vous faites travailler un jour férié pour les vieux, c'est exactement la même chose. On met dans le travail le dimanche. Absolument. Jusqu'au soir, jusqu'à minuit, t'as vu? Exactement. Donc, la plus-value absolue, c'est la plus-value qui est issue de l'augmentation du temps de travail. Mais il y a un second type de plus-value, qui est la plus-value relative. Comment ça s'appelle la plus-value relative? Là, on ne va pas augmenter la journée de travail, mais comme tu le dis, on va augmenter la productivité, on va augmenter la cadence. La cadence. On va intensifier le travail. On intensifie le travail, qu'est-ce qu'on fait en réalité? Eh bien, on diminue le travail nécessaire. On diminue le temps pour produire votre nourriture. Parce que je travaille plus vite, je travaille de manière plus intense. Avant, il fallait 3 heures pour produire ma nourriture et mon logement. Maintenant, il faut 2 heures. En 2 heures, j'ai produit mon salaire. Et donc, sur une journée de 8 heures, j'ai augmenté, on est passé de 5 heures à 6 heures en plus-value. C'est la plus-value relative. Les 35 heures, telles qu'ils se sont faits en France, c'est là qu'on voit la duplicité. Non, mais c'est fermé en haut. On s'en fout. Et tout travailleur qui a compris ça, à mon avis, vous jamais eu votre APS, les 35 heures, ça a été l'opération massive pour augmenter la plus-value relative. Officiellement. On a un peu diminué le temps de travail, mais on a augmenté les cadences, on a des
chiffres maintenant. Hein, le bilan qui a été fait sur l'augmentation de l'intensité du travail par rapport aux quelques heures qui ont été gagnées, en fait, on s'est tous fait rouler. Les 35 heures, c'était un grand bluff, surtout pour les travaux manuels, les travaux d'usine, les travaux, etc. Les cadres, c'était autre chose. Eux, c'était intéressant pour les cadres, mais pour la classe ouvrière en tant que telle, les 35 heures, c'était du bluff. C'était du bluff, c'était une augmentation de l'exploitation. Et Une adaptation, c'était plutôt aussi parce que c'est une adaptation avec le capital en réalité. absolument. Tu vois, ils ont fait passer l'illusion du progrès social en réalité pour des cadeaux. Exactement. Ouais. Le nombre d'entreprises dans lesquelles quelques causes qu'il y avait, où la lutte sociale avait arraché une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, c'est passé à 10 minutes, cumulé, ça fait 40 minutes par jour, vous cumulez sur une semaine, sur un mois, etc. Quand vous regardez, la force de travail est plus usée depuis les 35 heures que les médecins du travail le disent aussi. On voit augmenter, Le burn-out. on a vu augmenter rapidement les maladies professionnelles. On peut se dire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi depuis 30 ans ça diminue, puis d'un seul coup ça réaugmente. Oui, il y a eu une augmentation de l'activité. Individuellement, ça ne se voit pas, on est content d'être le vendredi après-midi avec ses enfants. On est content d'avoir une après-midi. N'empêche que, sur la durée, c'est une augmentation de l'exploitation. Pour qu'il n'y ait pas augmentation de l'exploitation, il aurait fallu que l'augmentation, la diminution du temps de travail soit systématiquement et à la virgule remplacée par de la force de travail nouvelle. Il aurait fallu que les 4 heures d'une personne qui travaille en moins signifient 4 heures d'une embauche pour quelqu'un. C'était la seule manière de s'exprimer l'exploitation. Or, ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça, ça a été le remplacement aux 2 tiers, donc il y avait un tiers d'exploitation supplémentaire. Ça a quand même été vendu comme ça, attention. Alors, Ça a quand même été vendu comme ça, l'idée des 35 heures ou pas du tout? l'idée de 35 heures, ça a été vendu comme dans la vieille logique ouvrière de diminution du temps de travail. Ça n'a surtout pas été vendu comme ça, justement. Ça a été de dire, avant on travaillait 48 heures, maintenant 40 heures, maintenant 35 heures. Ça a été présenté comme un progrès pour les travailleurs. Non, et le PS a joué à fond maintenant. Oui, Yannis, c'est plus Ben oui. En fait, et ça on le voit d'autant plus que pour faire un comparatif avec par exemple le monde de la restauration. Tu vois, on est sous 3e LBO, c'est fusion et acquisition d'entreprises par endettement. Et pour qu'on en arrive au 3e LBO, donc ça veut dire être sous la coupe d'actionnaires pour la 3e fois, être racheté pour la 3e fois, il faut faire des coupes substantielles dans la main-d'œuvre. Et là, par exemple, la plus-value dite relative, elle s'applique totalement à ça, puisque, en fait, on se rend compte, je m'en suis rendu compte que dernièrement, avec l'exercice de la délégation du personnel dans le restaurant, c'est que là, maintenant, on se perçoit en sureffectif sur un service. Alors qu'on avait pris l'habitude d'être 3 ou 4 pour 100 personnes sans couvert, là, maintenant, on est 6, 7. Limite, les collègues se disent mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal, on est trop, on se marche dessus. Mais on avait perdu l'habitude du confort de service. Une personne à chaque poste, chacun faisait 2, 3, 4 postes. Et ça rentre dedans. D'accord. Un des outils de la plus belle commodation, parce que vous l'entendez dans les médias aujourd'hui, ça a été ce qu'on a appelé la classe secondaire. Oui, c'est ce qu'ils font pour les retraites. Mais sauf que dans les 35 heures, malheureusement, le syndicat, y compris la CGT, y compris le syndicat qui est le plus correct en France, le nombre d'endroits où on a signé des accords dans lesquels les nouveaux embauchés n'avaient pas les avantages des anciens. C'est pas normal ça. Alors effectivement, ça ne provoquait pas de grève parce que les anciens gardaient leurs avantages. Mais tous les nouveaux qui entraient n'avaient pas ces avantages-là. Et ça, c'est vraiment un réflexe à diffuser partout. Quand on négocie, même si on n'a pas le rapport de force, jamais accepter une clause qui divise les travailleurs. Ouais. Il vaut mieux avoir un peu moins pour tout le monde que beaucoup pour l'un et rien pour l'autre. Parce qu'après, va t'en dire aux jeunes de l'entreprise. On est dans le même combat. Vous venez le même bateau. Ouais. Et donc là, c'est un des moyens. C'est pas un hasard que pour la retraite, on sort ça aujourd'hui. Laurent Berger. Et même, c'est pas un hasard qu'il y a des cadres, des agents de maîtrise, des salariés, des techniciens, c'est sectoriel et tout ça. Tu vois, parce que les syndicats aussi sont sectoriels maintenant. Tu vois. Là, ça a multiplié les. Ouais. Est-ce que c'est clair? Ouais. Bien. Vous savez presque tout sur le plus-value. Pour l'instant, on est dans la révision. Ne dites pas que vous comprenez. Alors, il y a une
une troisième forme de plus-value du Marx, qui est momentanée. Celles-là, elles sont durables. Une fois que j'ai fait signer au travailleur qui va bosser une heure de plus, ça devrait durer. Il y a une troisième forme qui est ce que Marx appelle la plus-value extra. C'est la plus-value qui vient de l'introduction par un employeur d'une innovation technologique. Pourquoi c'est momentané? Donc, on est 5 employeurs là. Toi, tu as été malin, tu viens d'acheter une machine qui te permet de produire 2 fois plus que nous. Tu vas avoir une plus-value extra. Tu vas gagner plus de trucs que nous. D'où il vient ce truc? Les travailleurs, la plus-value des travailleurs. Quels travailleurs? Bah, des travailleurs. Les tiens? Non, il vient de la plus-value de la création de valeur des travailleurs manuels. Alors, Il vient du travail de la main, ouais. Oui, de l'homme. Et de ceux, mais pas seulement des travailleurs. Et de la de, Ah, la matière grise. et de ceux, Non, leurs travailleurs à eux aussi. Ouais. Parce que toi, quand tu comptes ta marchandise, ça fait 8 euros. Tu vends une paire de chaussettes, 8 euros. C'est cher. Hein. Ouais. Toi, tu as introduit une machine. Combien coûte pour lui, avec cette nouvelle machine, la même paire de chaussettes, la même qualité? Ah, 6 euros. mais bon, Quand ça va sur le marché? il faut amortir la machine aussi, attention, c'est un gros investissement, attention. Oui. Attends, il y a les pannes et tout. D'accord. Ouais, il y a les pannes et tout, attention. Oui, mais une fois que tu l'as fait, Ouais, le prix va être à 7 euros. ouais, bien sûr, bien sûr. Là, ça- Toi, à chaque fois, tu lui donnes 1 euro. Lui, à chaque fois, il embauche 1 euro. Une partie de la plus-value des travailleurs va à notre poche. Juste, et ça se voit pas, c'est les prix. C'est le prix. C'est-à-dire que toi, pour être sur le marché, tu vas devoir donner une partie de la plus-value faite par tes travailleurs, par l'intermédiaire des prix, c'est invisible. Et toi, à chaque fois que tu veux une paire de chaussettes, tu ne prends pas seulement la plus-value de tes travailleurs, attends, 1 tu euro. prends une partie de la plus-value de leurs travailleurs. C'est cool ça. Hein? Je rigole parce que je déconne. Parce que c'est moi qui empoche, donc. Et c'est invisibilisé parce que c'est le prix. On va pas aller sur... Elle n'est pas folle, elle ne va pas aller sur le marché à vendre à 8 euros alors que toi tu le vends à 7 euros. Donc tu es obligé de vendre à 7 euros, sinon tu ne vends pas. Ouais, mais justement, ça peut pas durer parce que finalement, moi, ça va pas être intéressant sur le long terme de rester avec des travailleurs. Donc tu vas faire quoi? Bah, je serais tentée d'acheter une machine. Tu vas acheter une machine et la plus-value extra va disparaître. Mais donc, du coup, je Ça vais dépend, pas- ça dépend. je vais pas y- Ça dépend. Ça dépend. Parce que bon, le temps où elle achète la machine, Elle sera moins chère, la machine. bah, déjà la machine elle sera moins chère, mais moi, j'aurai le temps de réinvestir dans une un peu plus rapide. Oui, bien sûr, mais Attention, je vais pas laisser faire. remarque, si c'est provisoire, après il faut un nouvel investissement. Ah oui. C'est toujours provisoire, c'est pas comme les autres qui sont permanents. Celle-là, elle En quoi, si l'employeur qui profite de l'innovation technologique, il ne change pas le prix, donc là il fait quand même plus de bénéfices parce que du coup son travailleur il en produit plus. s'ils vont à 6 Il gagne euros, de l'argent à ce moment-là. s'ils vont à 6 euros, Non, s'ils vont à 8. Ah non, c'est pas son but, il veut élargir. ah oui, s'ils vont à 8, Ouais. parce qu'ils vont augmenter sa production, Ouais. ils vont prendre une partie de ses clients. Ouais. S'ils vont à 8, ils vont acheter à l'un ou l'autre, ce qui l'intéresse, c'est qu'ils achètent chez lui. Ouais, mais s'il en met plus sur le marché plus rapidement, il peut dépenser moins d'employés pour le faire. Oui, donc ce serait possible. Mais lui, il a vraiment intérêt à ce que sa production Augmente. Que les ventes augmentent d'un seul coup. Ouais. Il a intérêt à perdre. Enfin, à faire. Il a intérêt à faire une petite restriction qui permet d'en vendre beaucoup d'un seul coup. En espérant d'ailleurs que ça la coule. Sauf, Oui. Parce qu'elle n'a peut-être pas les moyens d'investir. Hein. Bah oui. sauf dans le cas où la main-d'œuvre est chère. Bien sûr. Ouais, ouais. Là, on est encore dans le théorique. Hein. Marx nous explique comment ça fonctionne. Après, dans la pratique, il y a plein de cas. Hein, le capital, c'est une réflexion sur comment on comprend théoriquement les choses. Et après, quand tu l'as pris dans la pratique, il y a plein de manières de faire. Donc, il y aura plein de détails. Hein. Plein de paramètres. Oui, bien sûr. Ah ouais. Ça va, ça? Sinon ça saurait. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est central dans l'analyse de Marx? Eh bien, Marx nous dit l'exploitation, parce que tout le monde utilise le mot, personne ne le définit. L'exploitation, c'est l'extorsion de la plus-value. Ça, c'est pas parce que nous ne parlons pas bien. Ça, on s'en fout. Quelqu'un qui parle pas bien, je ne parle pas. L'exploitation, c'est l'extorsion de la plus-value. C'est du vol. C'est pas parce que le patron ne dit pas bonjour, je trouve qu'il dit bonjour. C'est pas parce que être exploité, c'est avoir sa plus-value extorquée.
C'est ça. Mhm. Et je pense qu'il y a des petites définitions comme ça qu'il faut qu'on garde en tête, parce que dans les explications, on peut l'oublier. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Être exploité, c'est pas ne pas être traité avec politesse, etc. Ça, à la limite, donner un coup de poing, etc. Non, être exploité, c'est quand j'ai pas le choix, on exploite une partie de ma plus-value. Une partie du travail produit est exploitée. Une fois que quelqu'un a compris ça, vous avez gagné un temps quasiment à vie. Et je pense que très souvent on fait des erreurs dans les explications qui font que les gens sont révoltés contre le patron, mais n'ont pas compris que ce n'est pas le patron, c'est le système capitaliste. Ouais. Et donc, même si c'est plus le patron, je reste parce qu'il y a une partie, parce qu'on va extorquer une partie de la plus-value. Une fois, je pousse un peu, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai des difficultés militaires de moi, mais l'idée qu'il faut changer le système, elle est introduite. Ça va, ça? Bien. Puisque Marx appelle ce vol de la plus-value l'exploitation, il va donc tenter de définir comment on calcule cette plus-value. C'est ce qu'il appelle le taux de plus-value. On l'avait fait dans le niveau 1, ça. Une fois, il y a longtemps. On avait expliqué exactement sur une journée, sur un travail type, combien l'article coûte, combien de temps du travail, machin. Ouais. Le taux de plus-value, Marx l'appelle également taux d'exploitation. C'est pas un hasard qu'il l'appelle comme ça, c'est bien pour montrer que c'est bien ça. Oui. C'est que j'ai bien conscience de l'exploitation et de sa définition, l'extorsion de la plus-value, d'accord ? Et donc du vol de la valeur que produit le salarié par l'employeur. Mais regarde, par exemple, la courte paille, c'est peut-être un cas particulier, mais c'est peut-être valable ailleurs aussi, tu vois ? C'est une chaîne de 280 restaurants où en fait, il faut travailler le collectif et ses représentations pour faire advenir des revendications collectives. Et donc tu pars d'abord de l'individuel, mais on part de l'individuel de quel point de vue avec la délégation du personnel CGT du restaurant? À partir du point de vue de ce que les salariés ne sont même pas payés à la hauteur de ce qui est fixé par la convention collective. Et donc leur dire tout de suite plus-value, alors même que tu vois, ils ne sont même pas payés à la hauteur de la convention collective, c'est peut-être mettre une idée avant une... Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Après, je veux pas... Non, mais t'as raison. Je ne dis pas qu'il faut leur parler tout de suite de ça. Ouais. Je ne fais pas forcément par ça que c'est commencé, mais tu vas convaincre la personne de rester militante durablement le jour où elle a compris ça. Donc, après, pour certains, ça sera tout de suite, pour d'autres, il faudra un an, pour d'autres, il faudra 2 ans. Bien sûr, ouais. Ça dépend un peu des... Mais en tout cas, en tant que militant syndical, toi, ton objectif, c'est de faire comprendre ça, à terme. Ok. Alors, ça va changer d'une personne à l'autre, mais tu sais que pour avancer avec la personne, à un moment ou à un autre, il faut qu'elle comprenne ce mécanisme. D'accord. Oui, puisqu'on en revient au système, etc. Ok. Alors, le truc de plus-value, Marx le calcule comment? Puisque c'est la partie du travail non payé, il dit, ben voilà, on va prendre la plus-value, donc la quantification de la plus-value, et on va la diviser par ce qu'il appelle le capital variable, c'est-à-dire le salaire. Ou si vous voulez, on peut également considérer que c'est le surtravail divisé par le travail nécessaire, c'est la même chose. Simplement là, vous comptez en argent, et là, vous comptez en heures de travail. Surtravail, c'est 3 heures pour travailler pour le patron. Travail nécessaire, c'est 5 heures pour travailler pour vous. D'un côté, vous avez calculé en temps de travail, de l'autre côté, vous avez calculé en monnaie. Et vous avez votre taux d'exploitation. Si par exemple, vous avez ici un travail nécessaire de 3 heures et un sous-travail de 6 heures, ça nous donne 3 sur 6. Ça vous fait combien? Et Mathieu? 1,5, ça fait combien en pourcentage? Vous avez un taux d'exploitation de 50%. Dans la CGT historique, il y a des 20, 30, 40, 50, 60,
quand FEDE était. Eh bien, vous aviez secteur par secteur le calcul du taux de plus-value. Et ça servait de base pour revendication. Et la CGT travaillait avec des économistes en leur disant vous devez mettre votre savoir à notre service. Voilà l'état des salaires, voilà ce qu'on estime être la consommation d'un ménage, voilà combien coûte le loyer, calculez-nous ce taux de plus-value pour qu'on puisse fixer les revenus baissés. C'est dire l'importance d'un syndicat et c'est dire aussi tout le progrès qui reste à reconquérir au sein de la CGT pour qu'ils reprennent cette dimension d'avant-garde qu'il y a pu avoir auparavant. Si vous le calculez en argent, ben vous allez juste aller regarder ce que ça signifie en ça va? Bien, ça, c'est le taux de plus-value. Mais ce n'est pas ce qui vient dans vos poches ou dans les poches du patron. Pourquoi? Pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas simplement le travailleur, il y a aussi des dépenses annexes. Il faut acheter les machines, il faut acheter les produits à matière première, il faut payer l'électricité, il faut donc il y a toute une série d'autres choses. Et donc, si on dit la plus-value, elle va complètement dans la poche du patron, on se fait planter. Et donc là, Marx va nous introduire deux autres concepts. Le premier concept, c'est le concept de travail mort. C'est quoi le travail mort, d'après vous? C'est la matière première. C'est les machines. C'est les machines. Travail mort, pourquoi il l'appelle travail mort? C'est pour amortir. Non, non. C'est quoi? Pour mettre le mot travail. Que nous dit le patron? Ben, la production, c'est le résultat de l'effort des travailleurs et de la contribution du patron. On a chacun donné quelque chose et ça donne la production. Ah, non. Les machines, il y a des travailleurs qui les ont produits. bien sûr. C'est pas parce qu'il ne respire pas ce travail, il est mort. C'est un travail du passé, c'est ça que ça veut dire travail mort. Mais c'est un travail. C'est un travail. Et donc rien ne revient au patron. Quand le patron il dit moi j'ai mis le capital, non, toi tu as mis la plus-value que tu as volée hier, il y a 10 ans, il y a 15 ans, et qui est du travail mort et que tu mets dedans. Et donc le capital, ce que la bourgeoisie appelle le capital, c'est du travail. Bien sûr. C'est des produits. Les machines, c'est du travail. C'est du travail de nos prédécesseurs, de ceux qui étaient exploités avant et qui étaient accaparés par le capitalisme. C'est la continuité, ouais. Et travail vivant. Bien sûr. Le travail vivant, c'est travailler. Et l'entretien de la machine, il rentre dans le travail vivant ou dans le travail mort? L'entretien de la machine, c'est les frais annexes. C'est des choses à rajouter après. Mais Marx dit il faut traiter l'entretien comme on traiterait le travail mort, c'est travail mort plus frais d'entretien, etc. Mais il dit pour mon raisonnement, on va mettre les côtés les frais d'entretien, ça fonctionne de la même manière. Alors, une fois qu'on a ça, Marx nous dit écoutez, ça je vais l'appeler capital constant. Pourquoi il l'appelle capital constant? Parce que toi, dans ton entreprise, une fois que tu as ta machine, tu sais combien elle coûte. Il va mettre en position à le travail vivant, il va l'appeler capital variable. Pourquoi appeler capital variable? Parce que tu peux dire, tiens, je vais faire travailler la machine la nuit, donc je vais embaucher de nouveaux salariés. Donc tu vas augmenter par 2, tu vas embaucher le même nombre de salariés, tu vas faire varier ton nombre de travailleurs. C'est la masse de salaire qui peut varier en fonction des embauches, des licenciements, des restrictions, etc. De toute façon, c'est pour ça qu'on dit que le salarié, c'est la variable d'ajustement du capital. Exactement. Ouais. Donc le capital variable, en réalité, c'est les salaires. C'est la masse des salaires. Et le capital constant, c'est le coût des machines. Et donc Marx nous dit, autant on a le taux d'exploitation, c'est ça, le taux de profit qui va entrer dans la poche du patron, c'est un peu moins. C'est la plus-value divisée par le capital constant, le coût des machines. S'il a payé 10 millions, on va calculer une durée de vie, la durée de vie espérée des machines, et on va amener sur une année, sur un mois ou sur un jour, c'est le capital constant, plus le capital variable, plus les salaires. Ce que met l'employeur dans sa poche, c'est la plus-value divisée par ça. La plus-value est donc le profit
est donc inférieur à la plus-value. C'est la famille des dépenses. Est-ce que c'est clair? Oui? Donc le profit est inférieur à la plus-value. Et pourquoi c'est essentiel de bien comprendre cela? Eh bien parce que ça va nous permettre de comprendre les autres revenus dans la société. Dans la société, il n'y a pas que les profits des entreprises, le salaire des ouvriers. Celui qui loue une maison, le locataire, il loue une maison. Enfin, le propriétaire qui loue sa maison, il a un revenu, il a une rente. Celui qui a une terre et qui la loue à un paysan qui n'a pas de terre, il a une rente. Le commerçant, il produit rien. Pourtant, il vit. Il y a une partie, il y a les bénéfices. Donc, d'où viennent les rentes, les loyers, etc. D'où viennent les bénéfices? C'est la propriété d'usage, ça. C'est la propriété d'usage. Oui, la valeur qui est empochée par le commerçant ou par le propriétaire de logement, ça vient. Elle vient de la plus-value du travailleur. Exactement. Ça, la plus-value, elle va donner la masse de la plus-value sur une société. Une grande partie va aller au profit. Donc ça, c'est ce que l'employeur va mettre dans sa poche. Une autre partie va aller dans les rentes. Une autre partie dans les bénéfices. Et une autre partie va permettre de payer des services d'utilité sociale. Donc l'hôpital, les épiciers, les boulangeries, le PMU. Autrement dit, toute notre société dépend de la plus-value produite au sein de l'entreprise, qui se répartit ensuite par l'intervention de l'État, mais aussi par juste le fait d'être propriétaire ou non d'un logement, ou propriétaire ou non d'un magasin. C'est cette plus-value-là. Parce que dans l'entreprise, il n'y a pas de production de valeur, on est que dans de la transmission. Dans la rente, alors là, le propriétaire est encore moins, et donc on est obligé de se dire d'où vient cette richesse qui est empochée par certains acteurs. Qui permet de fixer des prix. Ça ne veut pas dire que c'est des voleurs, hein, parce que sous le socialisme, on aura aussi besoin d'écoles, c'est pas ça. Donc, par contre, C'est pour expliquer les mécanismes. c'est important pour montrer la fonction des classes sociales. Quand on dit classe sociale, etc., ça nous permet de penser ça. Et les taxes, elles rentrent dans quel... Les taxes, c'est ce qui va permettre à l'État C'est les hôpitaux, tout ça. Le Le régalien. c'est ça, quoi. Ouais. La construction, les routes, les infrastructures. Mais Saïd, ça on avait fait dans le niveau, ça on a fait dans le niveau 1. Pas dans le détail, mais on a abordé le fait que, par exemple, une entreprise comme Alstom, quand elle a été créée à l'époque, tout autour, ça a développé la région. Tu vois, il y a 30 000 emplois qui se créent, tout de suite il y a un impact économique sur des services, les écoles, les gens viennent, il y a de l'attractivité à travers de la création de plus-value directe. Et en fait, il y a des villes qui sont en désertification, justement, parce qu'il n'y a plus des sociétés comme ça, où il y avait l'industrie, et qui a été délocalisée. Et en fait, les villes, elles sont mortes, le prix du logement a chuté, parce que justement, du fait que les gens, il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de plus-value locale, et ben, ils ne peuvent plus habiter localement. Et donc, ça a entraîné une chute. Ça a entraîné une chute de l'habitation. Il y a plein de logements qui sont abandonnés. En Auvergne et tout ça, c'est en train de chuter. Bon, on l'avait fait ça dans le niveau 1. Historiquement, la CGT le faisait systématiquement. Donc, il y a des endroits où tout c'est encore resté. Ouais. Ouais, avec qui vous avez fait le niveau 1? Avec Sam. Bah oui, ça oui. Ça, Est-ce que ça, c'est clair? avec Pascal aussi. Avec Pascal aussi, ouais. Pascal Bernal. Vous avez des formateurs exceptionnels aussi. Toute la CGT, c'est pas ça nous. Les deux étaient formés pour moi. Est-ce que ça c'est clair? Parce que on va expliquer un petit peu, mais c'est le point plus difficile après. Il faut digérer. Hein. Non, c'est très clair. Ouais. Alors vous avez là aussi, c'est surtout toutes les conclusions
Je dis tout là, la découverte de la plus-value, ça permet de comprendre la dimension systémique. Donc du coup, je comprends que j'ai affaire à un système et pas à un méchant patron. Si j'ai bien compris la plus-value, je peux comprendre que le patron, il n'apporte rien. Ces machines, c'est du travail de mes prédécesseurs qui ont été exploités. Seconde conclusion. Troisième conclusion, tout vient de la plus-value produite. Le reste, c'est la redistribution. Les autres revenus ne sont que la redistribution. Je vais faire l'avocat du diable. Parce que... Sur le patron, n'apporte rien. Parce que ça, tu vas l'avoir, ça, dans les formations. Le patron apporte, si, il apporte comme quelque chose. Non. L'illusion d'un projet. Oui. Bah oui, l'illusion d'un projet de création et de développement dans lequel il y a une attractivité pour tous les individus. Mais en termes de valeur, il n'apporte rien. Bien sûr. Non, mais et même pas. Moi, je voulais même pas remettre. Je voulais pas remettre ça en question. J'avais un argument encore plus gauchiste que ça. De quoi, vas-y. Et tu vas rire, ça. C'est que tu dis, ça apporte au moins de ne pas culpabiliser, individualiser une problématique qui est d'ordre collectif, tu vois, plutôt systémique. Et Bernard Friot, il dit, on n'est pas dans un système dont nous serions les prisonniers et dont nous ne pourrions pas sortir. Il dit ça, tu vois. Il en vient à remettre en question l'idée du système. Et qu'on va te contrecarrer. Il y a une quinzaine de chevaux. Saint-Florin Barbus va sortir une brochure sans raconte. Sur l'imposture de Friot. Non, son contenu, j'ai revu tous les textes de Friot. Tous les livres de Friot. Tu parles le Valère Ali, le déjà développé, la sécurité sociale comme le socialisme, tout ça. Il va avoir une réponse. C'est pas pour pas de réponse, c'est juste pour te dire que là, dans les jours qui viennent, vous allez avoir une brochure qui décortique tout ça et qui va proposer sa lecture de Friot. En réalité, toute la démarche de Friot, c'est ce que Marx appelle le socialisme utopique. D'accord. D'ailleurs, le titre de la brochure, ça sera Friot, le retour du socialisme utopique. Puisque Marx a écrit tout un pamphlet sur c'est quoi ces gens qui veulent construire le socialisme dans le capitalisme. Rappelez-vous, c'était quelqu'un comme Owen qui disait on va demander à chacun des patrons de nous donner un peu d'argent et on va créer une coopérative où on sera tous égaux, où ça sera le bonheur, etc. Mais ça existe, ça, on appelle ça comment? Sauf que ça C'est coopérative. Ils sortent tout de suite, parce que quand ils étaient vendus la marchandise, ils ont été obligés de s'aligner sur le prix des autres pour vendre la marchandise, et en s'alignant sur le prix des autres, eh ben, ils étaient obligés d'augmenter l'exploitation de leurs travailleurs, et donc ils sont devenus des patrons comme les autres. Bien sûr. Mais ça, c'est la position intermondialiste. Ceux qui disent oui, nous, on veut produire mieux, écologique, respectable. C'est ça. Et local. C'est pour contourner la confrontation de classe. Mais en réalité, si vous analysez bien ce qu'on a vu la dernière fois, rappelez-vous sur la valeur, Friot, je ne sais pas ce qu'il a compris Marx. Ouais. Parce qu'en réalité, la question, quand il nous dit on va passer à un salaire à vie, Ouais. il confond deux choses dans l'analyse de Marx. Il confond le terme, d'ailleurs, même dans les termes ils se font, la dimension de valeur et la dimension de valeur d'usage. Vous vous rappelez, quand on a parlé de la valeur, je vous disais, Marx nous a dit C'est ça que je parlais. toute marchandise, c'est à la fois une valeur d'usage, vous vous souvenez de ça? Une utilité. La valeur d'usage de la tomate, c'est que je la mange. D'accord? Et une valeur d'échange. Qu'est-ce que je peux acheter avec cette tomate? Si je veux, combien de pantalons je peux avoir avec une tomate? La valeur d'échange. Une poche. Ah, ça, il n'a pas compris, Philo. Je ne sais pas où il était lire Marx, comment il l'a lu. Bah, vous verrez, je fous des phrases de Marx qui vont obliger, je ne sais pas. Et en réalité, Friot nous parle de valeur. Et c'est comme ça qu'il justifie le salaire à vie. Il nous dit le retraité produit de la valeur. Ouais. Ok, mais quoi? La valeur d'usage ou la valeur d'échange? Ouais. Parce que si tu dis la valeur, c'est le Bah, il dit que c'est de la valeur d'usage, mais qu'elle n'est pas reconnue, parce qu'en fait, pour le retraité. La valeur d'usage, elle n'est pas reconnue. Ouais. Mais lui, ce qu'il tend à vouloir faire reconnaître, c'est que cette valeur d'usage devienne valeur d'échange. Voilà. Il demande d'élargir le capitalisme. Bah, du coup, c'est ce que j'en comprends là. Il demande à ce que ce qu'on fait pour nous, on le transforme en marchandise. Le retraité
retraité qui produit sa tomate, il le fait pour faire plaisir à lui, à ses amis, à sa famille. Le socialisme, c'est pas élargir la valeur d'échange à tout. C'est là, ouais. C'est diminuer C'est la la valeur d'échange. Le projet à long terme d'un État socialiste, demain on fait la révolution, le projet à long terme, c'est diminuer petit à petit les valeurs d'échange et d'augmenter les valeurs d'usage. Et lui, il propose exactement l'inverse. Ouais, c'est vrai. Et il pense qu'il faut faire ça pourquoi? Pour justifier le revenu des retraités. Le revenu des retraités, on n'a pas besoin. C'est un droit. Ouais, attention, il C'est va. un droit, quoi. Et lui, La nation doit nourrir ses vieux. En réalité, le postulat de départ, c'est la culpabilisation des individus de leur existence. Parce que c'est ça. Il dit en réalité, on peut y répondre à l'injonction du capitaliste qui disent voilà, il faut diminuer les retraites, c'est la crise, le machin. Et lui il dit non, c'est encore possible. On peut sauver. Au lieu de faire comme l'a fait le mouvement ouvrier depuis le début en disant il nous faut des droits. Il nous faut des droits. Les enfants doivent aller à l'école et c'est le rôle de la nation de les payer. C'est un droit, point. Au lieu de faire ça, il dit on va dire les enfants ils produisent. Mais il faut que tout soit raisonnement jusqu'au bout. Hein. Parce que du coup, la personne travailleur, elle produit quoi? Exactement. Et du coup, il y a la question, si on pousse la logique jusqu'au bout, la personne travailleur, on ne donne pas de revenus. Elle produit du CO2. Les gaz. Elle peut quand même produire quelque chose, par exemple, on peut voir à travers les échanges qu'il peut avoir avec les gens. Donc, D'usage. Parce que si je crois, la personne travailleur produit de l'émotion, produit de l'amour. Non, Mais par contre, qu'est-ce qui s'est engouffré dans la brèche? C'est Aurélien Casta avec l'idée du salaire étudiant et qui met en avant l'idée que l'étudiant est un producteur de valeur. Et il se rabiboche avec les vieilles idées de l'UNEF, syndicat dit autonome en dehors des syndicats fédérés confédérés comme la CGT, que l'étudiant est un travailleur, est un producteur intellectuel de valeur, un truc. On est à l'antipode du marxisme. L'étudiant, c'est une force de travail en formation. Un futur travailleur. Voilà. Et dire ça, ça ne veut surtout pas dire qu'on estime qu'il ne faut pas un revenu régulier pour l'étudiant capable, à la hauteur de ses besoins, etc. Donc autrement dit, il ne faut pas employer le terme de salaire. Absolument, absolument. Que ce soit un revenu de, je ne sais pas comment on va l'appeler, quoi. où tu revendiques l'élargissement de l'assiette des bourses. Tu vois, en termes de, pour le nombre et en termes de valeur, etc. Et pas un salaire. 450 €, c'est pas suffisant pour vivre correctement. On a la même chose avec le salaire maternel. Le rapport entre une maman et ses enfants, parce que c'est maternel, c'est pas parental, c'est maternel. Après, c'est vrai que c'est les femmes qui portent ça à 95% aujourd'hui. Mais dans le passé, il y avait des revendications de ce type-là, mais ce n'était pas posé pour faire du salaire maternel. La logique des allocations familiales, c'est ça, c'était la proposition de ça, qui n'a jamais été, évidemment loin, qui n'a jamais été, mais c'était cette logique-là, c'est qu'il y a un droit, parce qu'on apporte à la société de nouvelles vies qui demain vont être des travailleurs, donc on apporte à la société, donc il y a un droit qui doit être affaire à ça, mais là, les salaires, on va imaginer après, mais il y a certains qui vont tenter de calculer, ça veut dire combien. Donc tu as un quart d'heure pour donner ça, pas plus. Parce que si vous rentrez dans la notion de valeur d'échange, vous allez entrer dans toute la logique, à quel niveau le situer, etc. Et cette logique-là, tu ne la situes pas par rapport aux besoins de la personne, mais par rapport à... Donc on pourrait estimer que toute personne, quelle qu'elle soit à n'importe quel âge, pour simplifier la chose, aurait droit à un revenu qui correspondrait à ce qu'elle a besoin juste pour pouvoir vivre, donc manger, boire. Ça, c'est le revenu universel. Ça, c'est beaucoup plus logique par rapport Moi, j'aurais du mal à appeler ça revenu, hein, mais c'est beaucoup plus. C'est des miettes. Juste que salaire à vie, salaire maternel, salaire étudiant qui en fait cautionne la marchandisation. Parce qu'après tout, ben oui, après, on peut avoir un salaire sexuel. On peut avoir tu peux élargir la demande. Les services. Ça fait un droit en fait. Le droit. Et ça enlève la notion de droit, effectivement. Ça va? Mais du coup, justement, faire passer le revenu universel ou alors un salaire à vie, ça peut donner un peu souffle au capitalisme. Absolument.
Moi, je pense que. Le revenu universel. C'est le danger. Non, surtout le salaire. En fait, le salaire à vie, je vais vous dire maintenant, je le pensais déjà à la relecture, l'un après l'autre de tous les livres de Friot, là, de moi, là, c'est une tentative social-démocrate de sauver le capitalisme. C'est la social-démocratie radicale. C'est le PS radical. Après, il va pas être opposé, mais c'est le PS radical. C'est comment faire fonctionner le capitalisme pour que ça aille un peu mieux pour les travailleurs, souvent moins scandaleux, sans remettre en cause le pouvoir d'État. Pourtant, la base du système. Jamais par une nationalisation des moyens de production. Jamais. On emploie des termes qui, si on attaque, on va dire oui, c'est ça que je voulais dire, mais pourquoi ils changent les mots? Qui sont en langue. pourtant, il dit du revenu universel que ça serait, lui, la roue de secours du capitalisme. Alors qu'en fait, ça serait plutôt lui, la roue de secours du capitalisme. Si on adopte un point de vue... Finalement, les longues disputes qu'il y a pu y avoir, c'était justement l'inverse. C'était que pour toi, la rigueur elle était attenue au niveau que le revenu universel, ce serait le nouveau C'est un droit, en fait. C'est pour ça que C'est ce que je viens de mettre en avant, là. C'est le point de vue de la Friot. société reconnaît Recracher des bêtement droits tout. aux personnes qui sont indépendantes du travail. Sinon, on est dans le capitalisme. Voilà, mais lui, ce qu'il produit là, lui en tant qu'intellectuel, comme théorie, il est le fruit de son environnement. C'est un mec qui était 30 ans au PCF, d'accord, peut-être même plus. Et en réalité, il est sur une pente réformiste. Ils ont abandonné toute idée de révolution, politiquement. Donc c'est logique que ce qui émane de cet individu-là, c'est la négation de la lutte des classes, en réalité, parce que ce qu'il propose, c'est un accommodement, il s'accommode au système de la mondialisation tel qu'il est là maintenant, les capitalistes, tel qu'il est apporté là maintenant, mais il ne parle pas d'internationalisme aussi. Parce que ce qu'il dit, lui, c'est qu'en gros, c'est viable dans les ressources telles qu'elles sont là actuellement en France avec le PIB français. C'est de ça qu'il parle. Mais d'où vient le PIB français? Mais voilà, non mais tu vois ce que je veux dire. Son problème c'est que si tu globalises ça à l'échelle planétaire, c'est pas. Il peut, en fait, dans ce qu'il propose comme théorie, il est en train de cautionner l'impérialisme et le pillage des ressources dans les autres pays. En gros, c'est ça. Donc c'est même. C'est comment avoir la paix sociale ici en améliorant un petit peu ce que les gens proposent au système, voilà. qui est basé sur l'exploitation du reste du monde. Alors après, il peut être sincère, hein, n'empêche que c'est pas marxiste. Voilà, c'est pas marxiste du tout. D'ailleurs, il y a un autre aspect de sa théorie et tout ça c'est lié. Lorsqu'il nous parle de déjà là, donc il nous dit il n'y a pas besoin d'un grand soir, il suffit d'élargir les morceaux de socialisme qu'on a déjà arrachés. Donc on a déjà des morceaux de socialisme, c'est pour ça que j'ai proposé le terme socialisme utopique. Et il appelle quoi ces morceaux de socialisme? La Sécu. Mais vous avez été voir la Sécu, c'est un morceau de socialisme. Si vous regardez les créateurs de la Sécu, ils vous disent on a arraché les droits. Et à quel moment vous dites c'est socialisme? Au rapport de force, on a permis de gagner un peu, de manquer jusqu'à ce qu'on puisse faire exploser le système et changer le système. Lui, il appelle ça donc une concession de la classe dominante. Il a. Ça, c'était. Hein? C'est la CDT qui décide. Une concession forcée de la classe dominante, il appelle ça du socialisme. C'est comme si toi, demain, tu as obtenu 20 € d'augmentation de salaire parce que tu as fait une crème dure, tu dis c'est un morceau de socialisme. C'est un morceau de socialisme. On a pris un petit peu de beefsteak en plus. Parce qu'on a fait un rapport de force. Le socialisme, c'est pas ça. Le socialisme, c'est la suppression du salariat. C'est pas d'augmenter les salaires. Le socialisme, c'est supprimer les salariés. Et lui, il propose l'élargir. D'élargir les salaires. Justement, ouais, voilà. C'est là où ils ont été forts dans le processus révolutionnaire. C'est que quand il y a eu des victoires, tu vois, pendant le Conseil national de la résistance, quand il y a eu des avancées sociales, du fait que c'était des communistes qui avaient participé aux avancées sociales, c'était quand même des avancées significatives, la santé, tout ça, c'est énorme. Mais
quand tu regardes bien, après coup, du fait que c'est pas définitif et qu'on est en train de le ronger ou on est en train de le perdre aujourd'hui, ça veut dire que le processus révolutionnaire il a été raté. En réalité, il n'a pas été au bout. Il n'a pas été au bout de ce qu'il devait aller. Et c'était ça, là, c'est pour ça qu'on est en train de reperdre. Mais c'est quoi un système de santé socialiste? Je lui donnais déjà là, on a fait plus la santé par exemple. C'est quoi un système de santé socialiste? Demain, on est au pouvoir, on a fait la révolution, on fait quoi? Il n'y a pas de facture. Pas d'un seul coup, hein, mais progressivement, on met en place quoi? On met un système, pas pour payer des médecins libéraux. Oui, c'est public, gratuit, c'est C'est l'État. public. Or là, c'est des médecins libéraux. Et donc c'est là qu'on voit que sont déjà là socialistes. On a les grèves, les luttes, la peur du PC en 1945 a obligé la classe dominante de dire bon, il faut que je cède un petit peu, mais jamais il faut changer de modèle. Donc nous on défend la sécu, parce que sans sécu ce serait pire pour nous, mais c'est pas le paradis. C'est pas le paradis. Dans le projet de transformation socialiste, c'est surtout pas la sécu généralisée. C'est une société dans laquelle il n'y aurait plus de médecins libéraux, il n'y aurait plus de la médecine publique, il n'y aurait pas des remboursements de ce type-là, mais même avec la carte vitale, etc., ce serait un service de santé gratuit, point. Il n'y aurait même pas à avancer, à calculer si tu n'as pas dépassé. Enfin, on est sur un truc. Pour nous, ce qui est bien à l'heure d'aujourd'hui, c'est que le rapport de force permet encore que c'est pas toi qui sort tout de suite ta poche arrive. Mais ça, c'est le rapport de force qui a créé ça. Mais c'est pas ça la solution. Même les écoles, pas d'école privée, Ouais, mais- que du public. À mais tous les niveaux, les universités, la recherche, tout public. Ouais, faut tout public. Ouais. Justement, en parlant de la recherche dite scientifique, Saïd, comment toi t'expliques, qui est issu de ce monde-là, comment t'expliques que même l'aile la plus à gauche dans la recherche, etc., se range du côté justement de Friot et de ses théories fumeuses, tu vois? Ils sont séduits par ça, les chercheurs. Je pense à Maud Simonet, je pense à une journaliste comme Judith Bernard, je pense à Frédéric Lordon, je pense à bien des personnes qui se rangent de ce côté-là. Peut-être moins Frédéric Lordon, je sais pas trop, tu vois, mais comment t'expliques ça? Est-ce que... Parce qu'ils font... Je sais pas. Alors, il y aura une convention sur le plan social, Ouais. et sur les conséquences de la place qu'on a dans une société, Ouais. sur notre manière de penser. Ouais. On va revenir au premier cours sur le matérialisme, Ok. et plutôt au plan social. Parce qu'ils sont dominants, en Voilà. réalité. Quand Socialement, ils sont dominants. la petite bourgeoisie, c'est-à-dire celle qui n'est pas Ouais. productrice de valeur, ce qui ne veut pas dire qu'elle sert à rien. Moi, les profs, ils sont également exploités, enfin pas exploités, ils sont également victimes de la précarité, de l'intensité du travail, etc. Tout simplement parce que même s'ils ne produisent pas de valeur directement, d'abord il faut dire de la valeur, on va dire abstraite, mais on va tenter de diminuer leur temps de travail, enfin d'intensifier leur travail, de rajouter le nombre d'élèves par classe, etc. Donc il ne s'agit pas de mépriser cette fonction-là. Mais elle a une classe sociale dans laquelle elle va naviguer entre les deux classes fondamentales de la société. Elle va naviguer entre le prolétariat et la bourgeoisie. Et qu'est-ce qui fait qu'elle va balancer dans telle ou telle direction? On est juste à percevoir, parce que tu dis ça, mais dans les années 70, c'est exactement l'inverse. Ouais, parce que toi, tu balances de quel côté? Je j'y viens après. Ne parlons pas de cas individuel. Par contre, classe, là, on parlera de cas individuel. Mais si on parle de classe sociale en général, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas économiste, qui est juste économiste et qui fait son travail scientifique, qu'est-ce qui va l'amener à déboucher sur les mêmes conclusions que Marx et à aller dans cette veine-là, ou nous dire le libéralisme c'est bien, ou nous dire Friot, ça permet. Qu'est-ce qui fait? Ça va être la force de ça ou de ça. Moi, j'ai connu la période dans les années 70 où tous les économistes se disaient marxistes. Tous les économistes qui comptaient dans ce pays. Mais les années 70, c'est quoi? C'est une classe ouvrière très forte. Ouais, c'est 68. Mais pas que ça. Quand tu regardes la plupart, je ne pas dans le sens vivant de la lutte des classes. Oui, mais pas que ça. Il y a aussi l'influence de l'URSS. Oui, mais ça fait. C'est une chaîne mondiale. Et on est dans une période historique dans laquelle, fin de l'URSS, la contre-révolution ici au niveau des conquis sociaux, un PC qui a montré qu'il n'était pas révolutionnaire, etc. Ah oui, la bourgeoisie, elle est passée entre 70 et aujourd'hui, du soutien au prolétariat, les textes qui sortaient à l'époque. À la trahison. C'est pas de la blague, hein. Moi, j'ai arrêté des séminaires à la fac, mes études, c'était quoi?
l'analyse du maoïsme, de la contradiction chez Mao. J'avais théorie de l'impérialisme. C'était un séminaire d'économie. J'avais la dialectique de Marx à Mao. Voilà les séminaires de formation que j'ai eu. Et c'était les antifascistes. Et tous les profs se revendiquaient du marxisme. Mais le rapport de force, il était de côté. Demain, les luttes ouvrières, c'est là. Demain, il y a des révoltes sociales. Demain, tu as une grève générale, etc. Tu verras le nombre d'économistes qui vont commencer à regarder. Ah, Marx. À chanter. Ah ouais. Ah, il avait raison. Tu vois, c'est pas. Et c'est pour cela d'ailleurs que certains ont mal interprété ce que Marx disait, et Lénine après lui, quand il disait une fois qu'on aura pris le pouvoir, c'est vraiment essentiel que ce soit les travailleurs qui dirigent le pays, et pas seulement les intellectuels. C'est ça qu'il disait. Parce que, effectivement, c'est quand on va basculer dans le rapport de force. Et donc, c'est instable. Alors, après, tu posais la question individuelle, mais là, on va retrouver ce que je disais la dernière fois. Marx nous propose une méthode, il ne l'a pas fait pour ça, mais il y a deux notes dans le Capital où il essaie de comprendre, et il ne dit pas comme ça, Marx ne s'étend pas sur sa vie personnelle, mais on voit bien qu'il parle de lui, il essaie de comprendre pourquoi, malgré qu'il vienne d'une famille bourgeoise, malgré que sa femme vienne d'une famille noble, malgré qu'il aurait pu être un grand bourgeois, etc., pourquoi il a choisi l'engagement révolutionnaire jusqu'à perdre certains de ses enfants qui sont morts de faim. Il faut savoir qu'il faut Marx est mort de faim. Et c'est là qu'il nous propose de comprendre les trajectoires individuelles en prenant en compte trois dimensions, l'origine, la situation et la position. Mais est-ce qu'il n'est pas de. Il a été éduqué par qui, Marx aussi? Parce que ça joue aussi, ça. Peut-être que. Parce que. Regarde, tu vois dans les mouvements militants, il y a plein de gens. Des militants qui sont convaincus. Et en réalité, en dehors de ce qu'ils disent, ils sont issus d'une famille chrétienne, par exemple. Ils ont une foi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc ils ont des influences un peu religieuses qui pèsent psychologiquement et qui font basculer des gens dans dire ouais, c'est comme dégueulasse de laisser les gens dehors, machin. Tu vois? Un peu comme l'abbé Pierre, tu vois. Et pour moi, là, ça après, si on applique à Marx, on va regarder, tiens, il avait tel compte, vous l'avez. Mais ça, c'est. Vous avez là la base de la production d'une psychologie matérialiste et marxiste. Comment, sur un sujet, comprendre tous les éléments qui lui viennent de ses origines, de sa trajectoire, de son histoire, et qui vont être un des facteurs de détermination de ce qu'il va devenir. Mais un seul facteur. Ça va entrer en articulation avec ce qu'il vit aujourd'hui, sa situation, avec toutes les contradictions. On vient lui dire, bon ouais, quand tu viens de la Bourgogne, pourquoi tiens, mec, bien, tu t'en es sorti par rapport aux autres qui sont partis, vraiment chapeau, etc. Tu vas t'extraire de ton milieu et considérer que tu dois surtout t'éloigner du qui vient, parce que tu t'es sauvé en te retirant. Donc là, tu vas avoir une situation qui va être en contradiction avec ton origine. Certains vont choisir la fidélité à l'origine, d'autres vont choisir la situation. Et on va avoir une trajectoire différente. Et puis troisièmement, la position, c'est ce que tu défends. Et ça va dépendre d'autres facteurs encore. Qui tu as rencontré, qu'est-ce que tu as lu, qu'est-ce qui t'est arrivé, qui a pu venir remettre en cause les certitudes d'ici et même les héritages. Voilà. Lui, depuis qu'il est tout petit, on lui a dit, il est noir sapin. Il fait son père au Front National, et donc depuis qu'il est tout petit, on lui a dit, les noirs sapins, c'est vraiment des singes, etc. Mauvaise espèce. Hein? Sauf que il y a toujours grandi là-dedans. Tout le monde disait ça. Il l'a cru. Il l'a cru. Et puis, il lui est arrivé quoi? Il a rencontré une belle femme. Il est bourré, tombé dans le canal, et c'est un noir qui l'a sauvé. Ou alors il est tombé sur une belle femme, black, plantureuse, et tu lui as fait les yeux doux. Et là. Non, parce qu'il peut être amoureux d'une femme magnifique. Si elle le quitte, il l'a considéré comme un animal, avoir un amour parce qu'elle est soumise. Ah ouais, justement. Donc tu peux. Si, attends. Et tu le vois. On peut considérer aussi le fait que c'est ce qu'il doit faire. C'est l'exception parmi les noirs. On peut toujours l'embrasser. Mais bien sûr, ce que je veux vous montrer là, c'est que les événements de la situation ça peut avoir un impact dans la trajectoire. À transformer des choses qu'on a. Oui. Comme Malcolm X, par exemple. Voilà. Au niveau individuel, moi je ne vais pas me faire ma mémoire. Ben oui.
C'est très clair. Si je regarde, je pourrais vous dire, je ne dirais pas, si c'était ma psy, si j'avais besoin d'une psy, d'un psy, je lui dirais, mais je peux trouver dans ma trajectoire ce qui m'amène à ça. Et donc on peut très bien expliquer dans les trajectoires des personnes ce qui va les amener à ça. Ça va? Ouais. J'essaie de comprendre pourquoi Maud Simonet était plus séduite par Friot que par ce dont on parle là, tu vois. Qui ça? Maud Simonet. Bah, Si, voilà. il séduit parce qu'il a une belle veste, parce que voilà, parce que c'est un académicien de Alors il nous reste une dernière chose à faire pour aujourd'hui, fonction. qui est un gros morceau qu'on a tout à l'heure, mais je vais juste vous donner, C'est le mentor, ouais, c'est le mentor. vous montrer c'est pour bien vous montrer pourquoi on va prendre 2 séances sur la plus-value et que la prochaine fois on va faire des exercices. C'est parce que c'est vraiment le cœur. C'est cet apport de Marx qui a permis à Marx de comprendre que le capitalisme ne peut produire que des crises. Un capitalisme sans crise n'est pas possible. Pourquoi? Eh bien, si vous prenez la formule du taux de profit, plus-value divisé par le capital constant et par le capital variable. Qu'est-ce qui augmente là-dedans? Je veux augmenter ma production. Comme tous les capitalistes, on est en concurrence. Donc moi j'ai besoin de produire plus pour soit te faire disparaître. T'avaler. Et augmenter mon profit. Donc, vous vous rappelez la plus-value Mestra? Oui. Donc je vais augmenter ça. Je vais investir une nouvelle machine. Pour ne pas être tué par le concurrent, j'ai besoin d'investir sans cesse. Il y a un moteur à l'investissement technologique pour augmenter les profits. La recherche. Donc le capital constant va augmenter. Le capital variable des travailleurs, il va augmenter également. Mais comme c'est des machines, j'ai besoin de moins de travailleurs. Donc il va augmenter moins vite. Imaginons ici qu'il a augmenté de 3. J'ai acheté des nouvelles machines de volume 3. Ici, peut-être que d'ailleurs je peux ne pas augmenter du tout. Les 3 machines me permettent avec le même nombre de travailleurs de faire la même production. Soit je vais embaucher, augmenter de 1 le travailleur. Ouais. Donc le capital variable augmente moins vite que le capital constant. En réalité, en termes de chiffres, pour faire des maths, il faut diminuer le capital constant. Je comprends bien qu'il faut augmenter le capital constant dans le sens qu'il faut avoir plus de machines, etc. Et donc ces chiffres-là, ils diminuent. Parce que plus on diminue les chiffres du bas, et plus le chiffre du haut il augmente, plus le taux de plus-value il augmente. C'est pas fini, en fait. C'est parce que c'est le fait de l'augmenter qui me paraît Non, bizarre. non, non. Non, mais il faut produire plus. Mais avant de voir le schéma global, est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'on est dans une période historique où, pour augmenter leur profit, ils augmentent les machines? Les investisseurs technologiques, donc ils augmentent le capital constant. Deuxièmement, oui, d'accord. Est-ce qu'on est d'accord que les salaires ou le nombre de travailleurs augmentent moins vite que la masse d'argent investie dans les machines? Bien sûr. Ça augmente moins vite. D'où vient la plus-value? D'où vient la plus-value? Du travail humain. Oui. De ça. Donc la force de travail, les forces productives. Ça vient de ça. Si ça s'augmente pas ou ça augmente faiblement, ici, Ça se développe. Ça se développe pas. eh bien ça va stagner, Ça va se développer ça longtemps. va se développer plus lentement. Ouais. C'est ce que Marx appelle la baisse tendancielle du taux de profit. Voilà. Le fonctionnement normal du capitalisme pousse à une baisse tendancielle du taux de profit. Et là, vous avez le lien que cette petite invention en apparence de plus-value, ça permet à Marx de tirer tout. Et Lénine va prendre un peu la directive pour rien de là. Baisse tendancielle du taux de profit. Vous pensez bien que les capitalistes ne vont pas laisser faire leur taux de profit chuter comme ça. Un, c'est qu'ils ont des crises. Mais ils vont réagir. Comment ils vont réagir? Donc le capital. Attends. C'est quoi? Comment ils vont réagir?
Donc, La question À la de. baisse du profit. On a un système C'est une baisse tendancielle. fait baisser le taux de Ouais. profit donc il y a véritablement une baisse tendancielle du taux de profit. du taux de profit. Bah, ils vont. Et Bah, ils réinvestissent. réagir de toutes les manières possibles et imaginables. Premièrement, Faire baisser le coût de la matière faire première. baisser le coût La du matière capital première. constant, du pétrole, Ouais. etc. Donc, il y a- Donc la matière première. Ça amène Marx à dire, mais regardez, c'est pour ça qu'on a colonisé. C'est pour ça Voilà. qu'on a le marché illégal. C'est pour ça qu'il y a des guerres Donc des gars. pour l'accès aux matières premières, l'accès, etc. Donc, le besoin de diminuer cette dimension du capital constant va amener toute la politique impérialiste, et Lénine va s'appuyer là-dessus pour développer toute sa théorie de l'impérialisme. D'accord. Deuxièmement, nous dit-il, notre manière, c'est Pressé. d'augmenter la D'augmenter la durée. ici par une exploitation supplémentaire. Donc la durée. Spontanément, en masse, elle diminue, mais si j'exploite plus chacun des travailleurs, je peux faire remonter. Donc la durée du Et travail. C'est pour cela que le capitalisme ne s'arrêtera jamais de vouloir prendre plus. Bien sûr. Parce qu'on pourrait dire, ça y est, il prend déjà beaucoup, il va s'arrêter là. Non, parce que comme il a baissé de profit, il a besoin, si je t'exploite à 50%, pour compenser la baisse de profit, Eh ben, il faut que tu m'exploites à 70%. à 70%, à 80%, et à terme, ça aboutit à la sauvagerie, ça aboutit au À des retour du boucheries. travail des enfants. Ouais. Cette logique-là, les pousse pour Ouais. redresser tout le Ça profit. c'est l'aliénation, ça. Exactement. Donc on fout les gens. Bah, de toute façon, on le voit dans la société aux États-Unis, ils sont de plus en plus violents, il y a la peine de mort, il y a plein de gens qui sont enfermés. Tu vois, et les prisons elles sont pleines, elles sont pleines à craquer, ils n'arrêtent pas. Et en réalité, ça, tu vois, les gens ils se fusillent pour rien, ils sont tous armés. Et ça, c'est socialement, c'est la production. Tu vois, c'est le résultat d'un ultralibéralisme en réalité. Absolument. Et ça commence à venir ici. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir des tensions sociales, les gens ils se bouffent la gueule entre eux. Et dans les pays de l'Est, ils ont voté l'augmentation du temps de travail, etc. Déjà. En Europe. Hein. Ça veut dire très concrètement que le capitalisme est un système qui à part quelques dizaines d'années, a été très vite dans la sénilité. Il n'est pas viable. Il n'est viable que par la violence. Il n'est viable qu'en provoquant des guerres. Il n'est viable qu'en augmentant l'exploitation. C'est-à-dire que le capitalisme, dans son fonctionnement normal, suppose une aggravation permanente des violences, une aggravation permanente des guerres et une aggravation permanente de l'exploitation des travailleurs. Donc tous ceux qui rêvent, c'est pour ça que moi je suis devenu révolutionnaire. Parce qu'après tout, on pourrait se dire, bon, on va essayer de la faire céder, puis ça sera un petit peu pas mal, on va. Non. On va redistribuer les richesses. Non, il n'y a pas de discussion. Oui, on peut l'obtenir sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, quand tu as toute la classe ouvrière. Mais dès que tu flanches un petit peu, C'est fini, ils reprennent. ils reprennent. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ça ne peut pas être. Donc le réformisme est inconsistant parce que dans le cœur même du système, il y a la logique de reprendre ce qui a été concédé par force. Est-ce que tu vois quand c'est pas clair? Si, je réfléchis. J'ai l'impression que la tâche est impossible. Que la tâche est Impossible. pourquoi? Pourquoi? Parce que Qu'est-ce qu'il comme fait? on dit, même si nous on arrive comme un an, par exemple en France, à renverser le système ou quoi que ce soit, il est encore dans d'autres pays. Donc la pression exercée par les autres pays fera qu'à un moment donné, sans doute, quand les citoyens, même si ce n'est pas nous, les générations d'après, lâcheront. Non, mais dans d'autres Et pays. donc, à la fin, il reprendra. Non, mais dans. Sauf qu'il faut que tu introduises l'histoire aussi. Ouais. En apparence, on a l'impression qu'on est en train de tout perdre. Et qu'on se dit, merde, après ce qu'on fait quand même de soviétique, on en est là aujourd'hui. Après ce qu'on fait des révolutions dans le monde, on est là aujourd'hui. En réalité, l'histoire, ça n'est pas ça. Hein. C'est pas une bien sûr. chronologie. Et l'histoire, ça n'est pas ça non plus. C'est pas un éternel retour. On gagne, on gagne, on perd. C'est une spirale. C'est-à-dire qu'on est dans une phase, pour l'instant, on est en train de revenir ici. C'est des cycles. Voilà. Mais quand on ne revient pas complètement, on ne revient pas là. On revient là. Et c'est ce qui va permettre d'aller plus loin. Autrement dit, je pense que le passage de Chazalini, c'est le bilan continu que nous tirons de ce qu'ont fait les expériences précédentes, de leurs erreurs. Ah oui. Et ça nous permettra De de plus faire les mêmes erreurs, d'aller plus loin. Aujourd'hui, s'il y a une révolution en France, eh bien, on pourra dire merci aux soviétiques, parce qu'on peut repérer 2-3 erreurs qu'ils avaient été obligés de faire, c'est pas parce qu'ils étaient mauvais, qu'on ne refera plus. Voilà. Sur lequel on se dira,
on sait à grandeur réelle que ça ne marche pas. Voilà. Ouais, mais ça, c'est dans l'espoir toujours de savoir garder une trace réelle de ce qui s'est passé historiquement et qu'il n'y a pas de perte de la mémoire historique. Et ça, c'est plus ou moins faux parce qu'on pense tous les livres d'histoire qu'on peut lire, n'importe lesquels, ils racontent une vision de l'histoire et jamais l'histoire qui est racontée. Et donc, du coup, il y a toujours une partie de l'histoire qui se perd au Il fur et ne faut à pas mesure. tendre des perches comme ça. Ah ouais. Regarde. C'est ça qui a amené, c'est pas qu'on s'ajuste, qui a amené Marx d'abord, On se pose Lénine ensuite, à analyser. à poser la question de la nécessité d'un parti. Oui. Et quand tu dis mot parti, on a un esprit complètement embrumé par ce que les médias nous appellent parti, socialiste, etc. On aura un cours sur ce que c'est quoi un parti communiste. C'est produit, c'est pensé comme étant à la fois un outil de combat, mais aussi un outil de cumul de l'expérience et de D'émancipation. l'expérience. Et la théorie du parti, elle est indissociable. C'est une conséquence logique de tout ça. Jésuitement, parce qu'on regarde ça, on se Marx s'est posé la question, mais comment on va faire? Comment on fait Effectivement, là où tu as raison, c'est aujourd'hui dans une situation un peu particulière, mais c'est transitoire. C'est comme dans une situation où il n'y a plus cette force qui permettait ce passage d'expérience, cette transmission. Je peux te garantir si tu étais né dans les années 40. Tu dirais pas ça. Bah oui, parce que tu aurais connu un parti dans lequel tu avais un enseignement sur toute l'histoire du mouvement ouvrier, dans lequel on t'emmenait aller voir concrètement c'était quoi une grève. Tu avais cette évolution-là qu'on n'a plus aujourd'hui, donc on est un orphelin. Si, on l'a ici, arrête ça de. Si, on a gagné une grève il n'y a pas longtemps. Bah ouais, et qu'est-ce qu'on fait ici? On revoit Après, l'histoire. Non mais après. En fait, d'un point de vue syndical, Non, mais- c'est mais nécessaire. c'est Je parle du parti d'un point de vue politique. Ouais, et général. Ouais, général, la grève générale, ouais. C'est pas. Bah attends, peut-être que ça va venir le 5 C'est décembre. complémentaire, mais c'est pas la même chose. Ouais, mais ça va peut-être venir le 5 décembre, là. Attends. Bah oui. Il se passe des trucs là maintenant. Oui, Non mais attends, c'est pas. Non mais je sais pas. Je sais pas. À un moment où ça peut basculer dans l'histoire. Par exemple. Ouais. Il y a Parce la que là, commune le Parti de Paris. communiste. La commune de hein. Paris. La commune, avec Jules Vallès. La commune de Paris. On a la classe ouvrière parisienne qui se révolte et qui instaure pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, pour la première fois, qui instaure un régime socialiste. Avec nationalisation, avec école gratuite, avec droit des femmes et droit des hommes, etc. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a la première expérience. Marx, au début de l'insurrection, quand ça éclate, enfin avant que ça éclate, il leur dit n'éclatez pas. N'éclatez pas, vous n'êtes pas prêts. Faites pas ça. Il faut d'abord s'organiser. Il faut d'abord vous doter d'une organisation qui va vous permettre de tenir. Bon, on ne l'écoute pas. Ça explose. Que fait Marx? Ben, il dit à tous ceux qui se revendiquent du marxisme à Paris, il leur dit bon, allez, vous y allez, tant pis. On aurait préféré que ça éclate maintenant, mais à l'éclater, on ne laisse pas les camarades. Donc vous allez à la tête. Et après, la commune, il tire le bilan. Quels sont les bilans d'après lui? Donc maintenant, avec le recul, on peut essayer de comprendre. Premier bilan qu'il tire, quand on prend le pouvoir, il faut arrêter les illusions sur on va donner la parole à tout le monde, la démocratie, etc. L'horizontalisme. Voilà. Et c'est là que Marx propose le concept de Bah oui, dictature du t'es pas pour prolétariat. le Sud. Tout le monde pense que c'est Lénine ou Staline qui ont mis en avant la dictature du prolétariat, c'est Marx. Et c'est dans le bilan de la commune de Paris. Il dit on s'est planté, on a perdu, parce qu'on n'a pas été dans cette dynamique que ceux qui sont insurgés doivent faire taire les ennemis de classe, surtout pas leur donner la parole. Et il donne par exemple, il dit ils ont fait quoi? Il y a la Banque de France, il y avait l'or qui était là. Parce qu'ils avaient l'illusion d'être légaux, ils n'ont pas été prendre l'or. Et il dit, une dictature du prolétariat, il ne serait pas posé 30 secondes la question, il faudrait été prendre l'or et l'or. C'est presque la mafia ce que tu dis. Non. Moi j'ai rêvé de prendre les lingots d'or. J'aurais pu le jour. C'est presque mafieux. Mais c'est pas mafieux. Non, mais je sais, ça c'est de l'ironie. Parce qu'il y a ceux qui prennent les lingots d'or, comme la Fed, les grandes banques internationales et tout ça, pour thésauriser et pour créer la monnaie virtuelle et dépouiller le travailleur de son outil de travail, parce que c'est ça, en gros.
Et à ceux qui possèdent l'or, justement, pour l'utiliser de façon plus équilibrée. Tu vois, voilà, de faire profiter. Mais là c'était même pas ça, hein. Là, c'était l'or qui permettait d'acheter des armes Bien sûr. pour nous défendre. Et de faire profiter. Oui, de faire pour profiter. détruire les insurgés. Ouais. Il faut se rappeler, la Commune de Paris, c'est des dizaines de milliers de tués, de fusillés des enfants, des femmes, etc. Et les communards n'ont même pas été prendre l'or alors qu'ils pouvaient acheter des armes avec cet or-là, par souci démocratique et de conclusion. Sud existait déjà ou quoi? La prochaine fois, il faut qu'on ait un parti Donc, en fait, capable d'organiser l'insurrection, capable de coordonner, capable de voir comment, à quel endroit on tape. La théorie et de la dictature du prolétariat et du parti, ça ne vient pas de Lénine. Lénine n'a fait que l'approfondir. C'est dans le bilan de la Commune de Paris. Et d'ailleurs, c'est ce qui va provoquer la crise avec les anarchistes. Les anarchistes restant sur les débats qu'il y avait avant la Commune. Il n'y a pas de la révolution, c'est la fête, on va danser, on va boire, etc. Et les communistes libertaires. parti. Ça, c'est les communistes libertaires. Voilà. C'est ça. Et Marx tirant le bilan de la Commune. Oui, c'est vrai, c'est pas un jeu la révolution. Ouais. On est là pour transformer le monde, pas pour s'amuser pendant 3 mois et se faire tuer. On veut transformer le monde, on veut pas mourir, on veut vivre. Et donc il faut se donner les moyens, et là il n'y a plus dictature du prolétariat. Donc en fait, même la théorisation politique de Marx découle de son analyse économique. Tout vient de cette théorie de la plus-value. D'accord. Après, je sais pas. Après, je sais pas si tu dois poursuivre sur ton cours ou pas, Saïd. Après, on arrête là. Après, on va analyser les. Après, d'abord, on va mettre en application dans le prochain cours des calculs. On va faire des exercices de calcul. Attends. Et après, on attaquera les théories des crises à partir de ce qu'on vient de dire, mais on va approfondir. Ok. Mais par rapport à ce que tu viens de dire dans le contexte actuel, là, le parti. Enfin, il y a le parti communiste, on sait ce que c'est, là, maintenant. Et quelle place a le syndicat dans le contexte actuel? Le syndicalisme, mais de classe et de masse, comme celui de la CGT. Et une partie, d'ailleurs, on sait très bien que... quelle place a-t-on là-dedans? Tu vois? Le syndicalisme, mais c'est là vous êtes trop pressé. Ouais, ok. Ça, c'est tous les travaux, c'est pas le marxisme, ça. Même si Marx en a parlé, c'est surtout le léninisme. Le syndicalisme, c'est... Ils ont beau essayer de le tuer, ils pourraient l'interdire, etc. Il renaîtra. Le syndicalisme renaîtra toujours. Puisque la base du syndicalisme, c'est la prise de conscience des travailleurs qui sont de l'exploitation. Voilà, qui sont exploités et qu'il faut augmenter le capital variable, qu'ils augmentent leur salaire. Donc le syndicalisme naît sur les intérêts matériels immédiats. Même en Afrique, il y a des grèves. Alors, non, mais partout. Ouais. On a des moments où on a tué tous les syndicats de la Commune de Paris. Il y avait plus. Ils ont tué tout le monde. Paris, c'était le principal centre industriel. Près de 60% de l'industrie française était à Paris. Ils ont tué tous les leaders syndicaux. Il n'y avait plus personne. Début 72, tous les militants étaient morts. 6 ans après, création d'un syndicat. C'est-à-dire que, effectivement, création d'un syndicat, sans qu'ils connaissaient les prédécesseurs. C'est après qu'ils les ont redécouverts. Ils sont partis en disant non, mais ils ne nous payent pas assez, il faut faire quelque chose, il faut s'organiser. Ils n'ont rien inventé un syndicat. Donc le syndicalisme, c'est l'organisation de base qui permet la défense des intérêts immédiats des travailleurs. Et donc, il n'y a pas de petit combat pour un syndicat. Un syndicat, il dépend. C'est un grand. C'est Croizat qui disait même le syndicalisme du papier de toilette nous intéresse. Ouais. On est dans telle boîte, ils ne mettent pas de papier de toilette. Tu peux en faire quelque chose de. On met les travailleurs, et bien le syndicat, ça m'intéresse. oui. Bien sûr, on y va. Tu peux choper des maladies. Et donc, c'est les intérêts immédiats. Mais tu peux avoir un syndicalisme de lutte des classes, radical, qui ne pose pas la question du changement de système. Ouais. Alors après, en fonction des sections, tu vas le faire avancer, mais ce n'est pas le rôle du syndicat en tant que tel de changer le système. Et c'est là que ça intervient la dimension du parti. Mais le rôle du syndicat aussi, ça aide. Moi, je suis pas d'accord avec je suis d'accord sur ce principe-là. Le principe-là, c'est que le syndicat, quand les militants ils militent X années, à un moment donné, ils évoluent au niveau de la conscience. Et ils doivent expliquer aux nouveaux, tu vois, pour éviter de faire perdre du temps, comme tu disais tout à l'heure, sur la commune. Tu vois, après, quand tu as appris, mais ça quand tu as appris, toi, et que moi, je vois quelqu'un qui va faire la même erreur, je vois que la tournée au fond. Moi, mon travail aussi, c'est de dire non, la tournée au trou et d'expliquer pourquoi. Et aussi d'expliquer que c'est lié. Mais ça, c'est le travail de quoi, ça? C'est le travail d'un révolutionnaire dans un syndicat. Oui, mais ton collègue,
ton collègue, il fait des grèves radicales avec toi. Ok? C'est un mec bien, à chaque fois il est là, etc. Mais il ne croit pas en la révolution. Il dit, moi, je ne parle pas de système, moi je veux les salaires. Ok, toi tu vas essayer de le convaincre. Mais c'est un bon syndicaliste. Tu ne vas pas commencer à lui dire, tu n'as pas ta place au syndicat parce que tu ne poses pas la question. Et bien c'est ça la différence. Pour rentrer au syndicat et pour être un syndicaliste, il n'y a pas besoin de remettre en cause le système. C'est mieux. Ouais. Il faut essayer de convaincre le maximum de gens de ça. Alors que la base minimum pour le parti, c'est-à-dire que là c'est le point d'arrivée, c'est les meilleurs parce que tu as travaillé, tu as convaincu, qui en arrivent à dire mais c'est pas seulement les salaires qu'il faut défendre, il faut remettre en cause le capitalisme, il faut... Donc là c'est l'arrivée, c'est la remise en cause du système, alors que le parti c'est le point de départ, la remise en cause du système. Mais dans le syndicat, regarde. Et généralement d'ailleurs, Ouais. qu'est-ce qui se passe en fait dans la réalité? Qu'est-ce qui s'est passé quand la classe ouvrière a augmenté sa force dans cette société? Les meilleurs des syndicalistes sont ceux qui ont créé le parti. C'est ceux qui étaient les syndicalistes qui ont créé la société. C'est logique. Et d'ailleurs, la critique qui était faite par la CGT pendant longtemps, c'était de dire mais vous dirigez sur le Parti communiste. Et pourquoi ça ne marchait pas? C'est que même les syndicalistes qui n'étaient pas communistes, qui n'étaient pas au parti, ils étaient arrêtez de nous dire ça. Nous, franchement, on le connaît depuis 20 ans. C'est lui qui a mené toutes les grèves. On s'en fout qu'ils soient OPC ou soit OPC. C'est-à-dire que c'était les meilleurs des syndicalistes qui devenaient des cas du parti parce qu'eux, ils avaient bien compris qu'ils pouvaient gagner, ça pouvait revenir en arrière. Et donc, il n'y a pas de coupure entre les deux. La bourgeoisie essaie d'une certaine manière. Ce qu'il faut éviter, c'est que ceux qui sont là viennent donner des leçons. Ça vient me dire, ah, t'as pas compris, je vais t'expliquer. C'est pas ça. Parce que si tu veux, mais le lien entre les deux est absolument nécessaire. Est-ce que ça va? Ouais. Bien. Donc la prochaine fois, on calcule les taux de plus-value. On calcule les taux de profit. On les calcule pour un travailleur d'un secteur industriel moyen. On le calcule pour un précaire. On le calcule, si j'ai le temps de rajouter l'exercice, pour une femme, un taux différentiel. On le calcule pour un sans-papier. Et on va voir que la bourgeoisie a joué sur toutes ces... Il y avait une étude qui était passée sur les sans-papiers, qui expliquait pas sur les sans-papiers tout à fait, mais sur l'immigration en général. Et ils expliquaient que c'était eux les plus rentables dans une société en Europe. C'était eux qui apportaient plus de capital, même en Angleterre. C'est pour ça qu'en Angleterre, ils raffolent des nouveaux venus. Les patrons ils se frottent les mains parce que c'est eux qui apportent le plus. Bien sûr. Là, ils travaillent 7 jours sur 7, les paquis, tout ça, ils travaillent à fond.